Donc merci à tous de nous rejoindre ici pour cette dernière journée de FerMUN et une matinée très spéciale. C'est-à-dire, nous avons organisé avec Monsieur TEDDE ici présent une table ronde sur l'intelligence artificielle dans l'éducation, l'intelligence artificielle et l'éducation. Vous avez répondu, et je vous en remercie, à un questionnaire à l'avance pour qu'on puisse connaître notre audience. Et donc, Monsieur TEDDE, ici présent, va diriger cette table ronde. Donc, Monsieur TEDDE, c'est notre proviseur pour la deuxième année. Il est professeur agrégé de philosophie. Il a un PhD en philosophie. Il a enseigné dans le secondaire et le supérieur. Il a été directeur d'Institut français dans le secteur culturel. Il a été directeur d'établissement en France et à l'étranger, notamment au Proche-Orient. Et son dernier poste avant la Cité Scolaire Internationale était directeur de l'école européenne de Strasbourg et chairman des écoles européennes accréditées à Bruxelles. Et je voulais quand même vous remercier, Monsieur TEDDE, devant tous les collègues ici présents, de nous encourager. Voilà, ça fait maintenant 15 ans qu'il y a l'association FerMUN au lycée qui a pris de plus en plus de place au fur et à mesure de la croissance de la conférence. Et voilà, Monsieur TEDDE, vous êtes donc arrivé il y a 2 années et vous nous faites entièrement confiance. C'est toujours très agréable de vous rencontrer dans votre bureau et de proposer des projets et d'avoir des réponses positives. C'est quand même. Et je sais que c'est pas. Vous prenez aussi sur vous pour certaines choses. Donc vraiment, merci beaucoup. Voilà, je vous passe la parole. Merci. Merci, chère Madame Baudry. Alors, en effet, c'est à moi de vous remercier pour cette invitation aujourd'hui. Vous l'avez dit, tout à l'heure, nous avons fait un petit tour des emprises de l'OIT. Je n'ai pas été étonné. J'ai été impressionné, mais je n'ai pas été étonné de la qualité de l'accueil que vous proposez à nos hôtes. J'ai pu le voir l'an dernier déjà, et je peux voir tout le travail que le FerMUN fait. Et je dois vous avouer que, étant en effet autrefois chairman des écoles accréditées dans le système européen, c'est-à-dire que nous avions à peu près une trentaine d'établissements secondaires et primaires en Europe qui ont eux-mêmes leur propre système de représentation connecté à la Commission européenne. Je vois ici un travail qui est extrêmement appréciable et d'une très grande dimension professionnelle. Je tenais vraiment à vous en remercier et à vous en féliciter, ainsi que nos jeunes qui sont là, dont Julio et Marcos qui sont là et qui sont aujourd'hui nos interprètes traducteurs. J'aurai ce matin le plaisir et l'honneur d'introduire cette table ronde avec mes 2 invités que tout à l'heure je vous présenterai, Madame FONTAINE qui est ici, et Monsieur BUSTOS Barquero qui est à mes côtés aussi. Cette table ronde portera sur l'intelligence artificielle à un moment où justement beaucoup de choses se produisent et se passent et peuvent nous poser des questions. Alors, si vous le voulez bien, cette table ronde se passera de la manière suivante. J'introduirai globalement, et de manière un peu dramatique peut-être, la question, afin de laisser nos experts après pouvoir rebondir et vous rassurer. C'est une façon agréable de commencer les choses. Chacun aura environ 10 à 15 minutes d'intervention libre, après quoi nous aurons entre nous des questions. Et surtout, je serais très heureux si vous pouviez vous-même intervenir, donner vos expériences, poser vos questions, afin d'enrichir la réflexion qui sera la nôtre. Alors, je commencerai tout simplement ce propos introductif par une citation que vous devez connaître, et que je tire de Dune, de Frank Herbert. Quand il parle de la grande révolte, Frank Herbert dit la chose suivante. C'est la croisade contre les ordinateurs, contre les machines pensantes, contre les robots dotés de conscience. Elle a commencé en 201 avant la Guilde, elle a fini en 108 avant la Guilde, et son principal commandement, c'était « Tu ne feras pas de machine à la ressemblance de l'esprit humain ». C'est étrange. Voilà, en 65, Frank Herbert qui nous met en garde contre les machines pensantes qui peuvent créer du contenu, de la vérité, et toute la science-fiction n'a pas cessé, finalement, depuis le début du cinéma, de nous proposer des scénarios où les machines intelligentes prennent le pouvoir sur les hommes. On peut penser à Matrix, on peut penser à d'autres films, ainsi de suite. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense que cela croise finalement une interrogation fondamentale que l'humanité se pose depuis ses origines.
Si vous vous rappelez, le mot de Rabelais dans le Gargantua, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il ne peut pas y avoir de progrès scientifique s'il n'y a pas la capacité chez l'homme d'être maître et possesseur de la nature, comme dirait Descartes, d'être maître et possesseur de son invention. Et cette dimension-là, elle est, dès les Grecs, totalement annoncée. C'est le conflit entre deux titans, Prométhée et Épiméthée. Prométhée apporte le feu, sauve l'humanité. Épiméthée, celui qui pense après l'action. Prométhée, je pense avant, Épiméthée, je pense après. Épiméthée, lui, au contraire, en voulant ouvrir la boîte de Pandore pour offrir aux hommes tous les cadeaux, Pandora, en fait, produit tous les malheurs. C'est la grande question qui est là, et en fait, les philosophes, mais aussi les scientifiques, dans leur analyse de l'évolution, du progrès de nos sociétés, ont toujours souhaité poser cette question, non pas tant de l'accroissement de nos connaissances, de notre capacité technique, que de notre capacité à toujours contrôler ce que nous faisons. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous sommes sans nul doute à un nouveau moment cartésien, à une véritable révolution copernicienne dans notre système scientifique, sociétal et finalement humain. Nous sommes à un moment où nous dépassons les questions que se posaient il y a 40 ans les philosophes et les scientifiques sur la cybernétique. Nous sommes réellement aujourd'hui sur un questionnement qui nous pose la question de notre avenir en tant qu'espèce intelligente, pensante, douée de conscience et capable de contrôler intégralement ses actes. Il n'y a pas de plus belle place que Genève, où nous avons tous ces conseils, toutes ces organisations qui travaillent justement de manière rationnelle et volontaire sur le contrôle de l'humanité, le contrôle au sens noble, à travers la loi, à travers les programmes d'aide et de soutien. Eh bien, là, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous sommes peut-être à un moment où cette dimension peut nous échapper. Alors, bien sûr, je le fais exprès, je dramatise pour que nos experts puissent derrière un peu vous rassurer, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est finalement tout l'enjeu qui est à nous. Est-ce que l'intelligence artificielle est un atout? Est-elle un outil comme l'ont été les machines, les robots? Ou est-elle finalement un objet technologique dont la puissance, dont la capacité à créer elle-même du contenu qui pourrait nous échapper, qui pourrait échapper à notre contrôle, pourrait devenir quelque chose de dangereux pour l'humanité? Je finirai par cette petite remarque. Nous apprenons que depuis hier, les GAFAM sont en train de lever toutes les censures sur les plateformes sur Internet. Donc, les infos non contrôlées, la création de contenus, d'informations non vérifiées, qui, par la répétition, nous le savons bien, deviennent des vérités admises. Ceci risque de nous échapper. Donc cette question-là, c'est une question finalement que nous devons nous poser. Alors peut-être nous la poserons-nous au cours de ce débat aujourd'hui. En tout cas, je souhaite, Madame, Monsieur, vous permettre d'y réfléchir avec nos deux experts qui sont là. Et si vous le permettez, je vais tout de suite vous présenter notre première experte, Madame Kseniia FONTAINE, qui va vous présenter le travail qu'elle mène à l'ITU. Alors, Madame FONTAINE, vous travaillez ici à Genève, en Suisse, et vous êtes Senior Business Development and Operations Officer à ITU, qui est l'agence spécialisée des Nations Unies pour les technologies digitales. Votre rôle, c'est de travailler et de faire avancer la réflexion sur toutes les initiatives portant sur l'intelligence artificielle à travers AI for Good Platform, la plateforme AI for Good, en connectant les innovateurs avec les enjeux du monde réel, en corrélation avec les objectifs que développent les Nations Unies sur un développement durable. Alors, votre présentation, Madame FONTAINE, portera aujourd'hui justement sur les axes de travail de l'ITU. Si vous le voulez bien, Madame, je vous laisse la parole.
Well, thank you so much for the invitation. Good morning, everyone. My name is Kseniia Fontaine, and I'm really pleased to be here with you today. So before I introduce the concept of AI for Good, I would like first to give you a few words about what is ITU. Not everyone is familiar with our organization. We are not so famous, but we do three important things. We coordinate spectrum allocation. We also assign orbit slots for the satellites. It means that every time Elon Musk needs to send his satellite to the space, he calls us. We also create international technical standards for telecommunications. It means that every time you watch a movie or you call your friend or a family member, you use our standards, but you maybe don't know about it. And the third thing, we also support the developing countries in establishing their telecommunications infrastructure to bridge the digital divide. And before we go into what is AI for Good, I would like you to take a look at this little video. It's without sound, just an image and a few motions. And then another one. And then another one. And please tell me, what do you think? What is it? Is it a fake news from a dark web? Is it a new trailer for Mission Impossible? What do you think? If you want to give a suggestion, you can use your mic. Let's do it as a student in a classroom. As a geography teacher, I can identify that I am in New York City, Times Square. True. Well, actually, this is an art project called Follower. And what the artist did, very simply, he took the footage from the public cameras, 10 days of footage. He took all the Instagram pics geolocated, and then he used a very cheap AI tool, and he matched them. And so at the end, voila, you can see this interesting personal identification on the picture, and we can see exactly where the person took the picture and what this person did in advance. So now let's think, is it actually good? Is it bad? Is it harmful? You know, when we created AI for Good in 2017, this type of technologies was available only to a few. But now we can see that AI is actually becoming a mainstream, right? And any of your students probably will be capable to do exactly the same. If it's ending up in malicious hands, would it do good or bad? We don't know, right? So when we created AI for Good by the ITU, our thought was that AI actually is a positive thing, and it can help solve many humanitarian challenges, from climate change to education for all, for affordable health care, to clean energy. We really see the potential. But of course, we don't know how those applications can work well in different settings, for example, in different economies. Do they work well on people with different skin colors? Do they work well on men, women, elderly, children, right? So we really don't know. So for this, we use the United Nations Sustainable Development Goals as a framework to guide us. And the studies show that actually AI can positively impact 134 targets of the United Nations Sustainable Development Goals. For example, through AI, we can map poverty through space. We can also provide personalized learning, and I'm sure we'll talk about it later today. We can also identify skin cancer and diabetes through a smartphone. So all these applications exist, but what happens and what we see through our work at ITU, that quite often the industry, they don't really think about those questions about biases, about ethics, about how they develop tools. Usually they approach that we do it now and then we fix it later, which it doesn't work for us. And these are questions that we think deeply about. So if we focus a little bit more on SDG 4 as an education, there are multiple use cases that exist already in terms of personalized learning. For example, through AI and machine learning,
we can identify students' needs in real time through the learning platforms by identifying the data gaps and also see the students' performance. And there was actually a pilot that was just launched in Rwanda in one of the high schools with 90 students, where they launched, wanted to train students to improve in math, so using a tool called MindSpark. And so basically they divided the classroom into two groups, one by using this AI tool, and one is doing the traditional method of learning math. And we are still waiting for the results. So this is ongoing, but this is something that exists already, and those applications we can see every day. Another use case that I'm sure lots of you are familiar with is actually language preservation through AI, natural language modeling. For example, in Australia, they managed to preserve up to 60 languages, and this is a great tool to actually transmit those indigenous languages to future generations. So when we created AI for Good in 2017, and the work what we do, we always think how AI is affecting us and our futures. And now we know that there is no way that we won't live without AI. We want, or we don't want, we want to accept it as a tool that we all have to live. But now the question is, what do we do about it? So at ITU, AI for Good platform is the leading United Nations platform for global and inclusive dialogue on AI. So what we do with our partners, we identify trustworthy AI applications. We build skills and also standards, as well as advance AI global governance for sustainable development. And of course, we cannot do this alone, so we work together with the different stakeholders, including governments, ITU member states. We have 194 countries or member states that work with us closely. We also work with the United Nations agencies. So we have over 40 UN partners who leverage AI for Good platform on a daily basis. And what we do together, we basically provide them the technical expertise in AI, but also matching with their work in the fields, for example, in the area related to health, to education with UNESCO, to child protection with UNICEF, to ILO as well, and many more. And maybe some of you actually heard about the AI for Good Global Summit that we organize in Geneva on a yearly basis. But during COVID, we went online and we created the AI-powered community platform called Neural Network. So the principle of this platform is basically to give free resources and free community matching platform to anyone interested in AI for Good. So we have over 1,000 academia members. We have also big industry and UN representation. And simply said, Neural Network is a kind of mix of Netflix for AI for Good content that you can leverage, for example, for yourself to get the latest knowledge, cutting edge technology on AI, but also to connect with your peers. So it's also half of the Tinder. So based on your needs, you will be matched, for example, with potential schools, with potential organizations who could support also your work in the field. So I really encourage you to download it. It's free of access, easily to get into and then to explore. Another thing that we've been doing that I would like to share with you is the AI Skills Coalition. So last year, together with other UN agencies, we launched this AI Skills Coalition to democratize access to AI learning, again, to make it available mainly for free, especially in developing countries. So we are developing together with lots of partners, including private entities like companies like Microsoft, AWS, Deloitte, but also UN agencies and other NGOs, different learning materials. And this is really to cover the needs from populations across the world, starting from schools and finishing by professionals. So here, we'll soon make available different training portfolios in different languages that would be available online, but also we will work together in the regions with different professionals who could actually support you and give you the trainings on AI. And maybe something that
could be of interest for you, especially in the area of youth. So a few organizations, for example, Coding and More, they are based in India, and also Code Academy, they are based in Korea. They're, for example, developing already AI curriculums for school, and this is based on the UNESCO AI competency frameworks. So those are curriculums that you can easily apply in your daily practice, but also see what are the tools that are already available for free for your educational needs. And just maybe a few words about the UNESCO AI competency frameworks. So our partners, they launched just a few months ago, they published these two important guidelines for schools that can be adopted by any Ministry of Education in the world. And this is really like a high-level toolkit, very focused on some important principles that UNESCO and other UN agencies are supporting. First of all, human-centric approach when we talk about AI. Another one is, of course, ethical approach about AI, how we combat biases, how we can make sure that all these principles are included. So you have two frameworks. One is for teachers and one is for students. Basically, what as a professional, as a teacher, you need when you educate about AI technology, but also for students, what they need to understand and how they need to tackle AI. What we also do that could be interesting is the Robotics for Good Use Challenge. So basically, this is a technical challenge that is available for kids from 10 to 18 years old, and they build robots using recycled materials. We are running this year 25 national competitions. We just did one in India, in Delhi in October, and doing another one and did another one in Brazil a week ago, and I think we have 5 more upcoming in countries in Africa. And so basically the idea for kids is to learn how to code, but also to build robots, but also tackling one of these SDG challenges. For example, this year it was disaster management. And so through this practical approach, they actually already understand the positive use of technology, but they also understand the global challenges like disaster management, or next year we'll have the agriculture. And another last example I would like to show you is actually interaction between AI and arts that we are really pushing forward into the general public. So we work together with international artists who use AI to endorse their creativity, not to say, oh my God, I will be replaced by AI, but actually to showcase how they can be creative by using this tool. So last year we launched the AI-powered competition called Canvas of the Future, and this is to use AI to generate artworks to envision the sustainable future with AI. So this is just an example, and you can see the shortlisted candidates around the world. Anyone can participate, and this is just one of the examples how we use AI, but also how we try to spread this conversation about human-centric approach. And of course, my last point is we organize a yearly summit, AI for Good Global Summit in Geneva, where we bring together all these communities and how we can explore the positive use of AI. And of course, all of you are invited to join us. So we have our summit in Palexpo this year from 8th to 11th of July. It's a free event. Anyone can join. And instead of me explaining you what it is, I will show you a little video. For Good Global Summit aims to bring together industry leaders to try and harness AI to further the UN's development goals in areas like health, climate and sustainability. How do we govern technologies if we don't yet know their full potential? The main purpose of this summit is to explore how the AI solutions can help sustainable development. AI will come to influence almost every aspect of our societies and economies. AI 治理框架 AI for good. I would say the most pressing topic at the summit is going to be how do you handle deepfakes, misinformation. 成为 AI for good. Cumbre Mundial All for Good. The good news is that the future of undetectable deepfakes can be avoided through the development and implementation of robust detection technologies and international standards. The fact that we can really affect amazing change, but we have to do this together, and we have to do it in collaboration with partners, with organizations, with institutions, and that's what's making me so excited about what AI for Good is all about. One
1/3 of humanity remains completely offline, excluded from the AI revolution. Artificial intelligence is changing our world and our lives, and it can turbocharge sustainable development. So we are the AI generation, and this is our moment, and it's our responsibility to write the next chapter in the great story of Sorry, thank you so much. I think the last soundbite was a great story in human history. So, well, you could see maybe throughout the summit, it's a very impressive event because we really tried to bring together the technologists who are working on AI, but also to showcase the cutting-edge solutions to advance the Sustainable Development Goals. But of course, among those issues, what we are very cautious about AI, of course, and we explore lots of topics about misinformation, about how AI can actually affect our privacy, for example, and further create digital divide. And I'm sure we'll discuss about this later. One last thing I would like to highlight, we focus a lot on youth education on AI. And so part of AI for Good Summit is a youth zone that we launched last year. And basically we work together with schools to bring students to AI for Good Global Summit. There we will offer different programs for them to experience actually the technology and to interact with international experts. So we have a robotics competition that will take place. They will be able actually to code their own robots. There will be lots of AI sessions. So we really encourage you to bring, to come to the summit and also to bring your communities. So I'll stop here. Thank you so much. So thank you very much, dear Kseniia, for this quite interesting presentation. Many questions aroused during your speech, and if you don't mind, I would like to ask you one first question. At ITU, what is the current status of AI in the context of the UN SDGs core principles and measures guiding AI for Good? Yeah, thank you so much. Sorry. Thank you so much for that question. So you see now among UN agencies and on the international level, and you will see these discussions happening again in a week in Davos, AI, this is a trending topic. What we see across the globe in all the discussions that AI, that's something that will change our lives, and we want it or we don't want, we have to live with that, and we need to be ready about this. And so how do we ready? How can we be ready? Is basically by educating populations about AI and also give them resources to actually use the technology and to help the industry to be the technology in a way that could be useful for everyone. It means what I mentioned earlier, instead of having technologies being developed in Silicon Valley and then being maybe sent to Latin America or to Africa where they have completely different needs. So we try to push a lot the industry actually working together with local governments on site and trying to adjust and develop AI that could be beneficial for local communities and for local needs. Thank you for your answer. I think it's quite important to focus on those ethical questions and practical questions as well. If you don't mind, I will ask you a second question that is connected to this point. How can we address the challenges related to AI capacity building and the lack of the skills needed for AI adoption, ensuring that all regions and communities have access to the necessary knowledge and resources? Thank you. That's a good question. So AI, so we talk about AI revolution, right? Everyone has to join it. But then if we take a step back and think about it, we still have 2.6 billion people who remain offline. This is 1/3 of human population. It means that they actually don't have access to basic resources like internet. So how do we think that they can actually benefit from AI, right? Yeah. And so through some initiatives, and that's what
our mission is at ITU to connect the world, which is a very challenging one. We have initiatives like, for example, GIGA, where we will work with local schools, trying to identify the internet connectivity in rural communities and actually provide the access to the internet and per se to AI resources through the schools. So this is one of the tools that I wanted to show you. Then there is another challenge. Education I mentioned, of course, but also the solid regulatory frameworks. You can hear now a lot about regulations across the world, EU AI Act, which is the pioneering one. We see regulations coming in USA, in China, in different countries. But what we did at ITU, we conducted a survey among our member states, and actually the survey showed last year that only 55% of governments have the AI strategy. And 70% of those governments, they don't have a solid regulatory framework. It means if on the highest level in the countries, they are not actually ready about AI. So how can we talk about benefits for the economy and for the populations on site? So these are the challenges that we can see. But of course, I already mentioned, I'm sure we'll talk about it more, it's also AI creating biases as well. So ethical issues around AI is a big problem that we can also see. And maybe you are all familiar with the UNESCO ethical principles on AI. This is a really great guidebook that I would encourage you to check because there it states really what is important, how we develop this technology. Merci beaucoup, chère Kseniia, pour toutes ces réponses, ces premières réponses. Alors, je vais un petit peu continuer en français pour permettre à nos traducteurs de respirer un petit moment, mais merci beaucoup pour ces premières interventions. Avec plaisir. Chers membres de ce table ronde, tout à l'heure, vous pourrez interroger nos deux invités librement, afin de laisser un petit peu le temps à vos idées de s'installer. Je vais peut-être présenter notre deuxième expert du jour, qui est là, qui est donc Julio César Bustos Barquero, qui nous vient du Costa Rica. Julio César est un enseignant en sciences sociales. Il possède un bachelor en études de sciences sociales, un master en pédagogie, avec une précision toute particulière sur la didactique. Il a aussi, et c'est extrêmement intéressant, un master degree en études américano-latines, avec là un point tout particulier sur la culture et les questions du développement. Depuis 2006, Julio César est aussi un enseignant à plein temps en sciences sociales dans plusieurs institutions publiques et privées, au secondaire au Costa Rica. Depuis 2020, il est aussi enseignant à la San Marcos University, où il enseigne là aussi les sciences sociales. Julio César a souhaité aujourd'hui partager avec nous justement la riche expérience qu'il a pu acquérir et développer ces dernières années dans le champ de la mise en œuvre, de l'application, mais aussi de la régulation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Je remercie Julio César pour sa présence aujourd'hui et je lui laisse la parole. I give you the floor. Thank you very much. I would like to start stating that it's very kind to present to me as an expert, but I'm just a teacher with a little experience in AI. And today, I want to share a little about that practical experience with teachers and students. First of all, a couple of years ago, during the spring of 2023, I got an invitation to be part of the organization that is called code.org. And in that organization, I was a consultant as a social studies teacher in different learning strategies that used AI. So for me, it was a great experience because I understood that AI, as it is right now, it's not a replacement for the teaching process. And that as teachers, we have not only the opportunity, but the responsibility to visualize AI as a tool that could help students and teachers become better prepared for, not for the world that we're going to live in, the world that we're living right now. So just to give you a short example of a bias during that process.
in one of the learning strategies, it was asked, I'm sorry, for the students to recognize a quote by a Mexican author. And when they put the quote inside the AI, it only gave male authors. And it was actually a female Mexican author. So in the end, that was the activity, to recognize, for the students to be able to recognize that even a machine, if we want to call it like that, has biases. Because in the end, behind those machines, there are human beings with biases as well. It was a great learning experience for me that summer, because after that, at the current secondary that I work at, I was able to go to the admin committee and tell them we need to move right now into regulating AI, because I still believe that the worst possible approach is to forbid it. I've been teaching for almost 20 years, and I remember the times in which I was told, no, you cannot use a calculator. No, you cannot use the internet. And in the end, if we start just by forbidding something that we know that they're going to do behind our backs, then we're just kidding ourselves, quite bluntly. It's important for the students to understand that as any other resource, it could be used, but in an ethical way, and really visualizing the veracity, really visualizing everything that we have learned how to teach our students through different processes. So after that summer, then we start throughout an entire year, the school year 2023-2024, in the secondary that I work at, working with teachers and working with some students into regulating AI. At the end of the school year, we managed to write kind of like a 1.5 page manifesto that basically summarizes into what I just said. AI is a tool, and teachers will know when and how AI will be used in the learning strategy. If a student uses AI despite the instruction of the teacher not to use AI, then it's plagiarism, and we have a process for that as well. That was one of the experiences that I wanted to share. Another experience that I want to share is how I have incorporated AI in teaching social studies. For projects and for specific tasks, I have asked students to do several things. First of all, for example, as an introduction to a topic, let's ask any AI generator a question about the topic that we're about to develop, and then let's leave the answer. Then we develop an entire learning strategy, and then we go back and we have a discussion, we have a conversation about how good, how bad, how incomplete, again, the biases, the veracity, everything that has to do, because in the end, for me, one of the most fulfilling experiences has been when students have realized and told me, this is not as complete as what we did. This has nothing to do with what we did or the information, but profe, we need to understand why. In the book says something and AI is telling us a totally different story. Or one of the sources that we use is much more complete than the answer that AI provided us. Another use is with images, precisely, and for students to organize their ideas in a better way by analyzing, for example, historical characters in a specific context. And some of the tasks that I have asked, what would happen in 50 years if the situation that we are learning that happened 100 years ago is going to happen? Are we going to learn as a society to prevent some of the things
That's why we teach history, right? To prevent some of the things that we know should not have happened, ever to happen again. And it has been a very interesting experience because when they ask to modify in an AI generator the image of a specific character, sometimes in front of me, a student asks the same character, let's talk about Adolf Hitler, for example, and one student is allowed and another student is not allowed. And again, I'm no expert and I have no explanation how that does happen. It's right in front of me, and that's part of the discussion that for me it's really important students to realize that it's a tool, that it's not perfect. In the case of the university that I work at, teaching teachers how to become teachers, that was another thing that I modified because I knew that it was very easy to ask students that were not in front of me to write an essay and then just an AI-generated essay would be presented to me. Then I modified the instruction and I modified the activity. And I asked them to do that, but then to write a reflection of their own, in their own words, about everything that we have been discussing today. Veracity, the authenticity, the aspects that could be improved or were difficult. And again, in those reflections, it has been very interesting for me that the students are realizing that it's not a perfect tool. And that's part of the set of skills and abilities that we definitely want to develop with any student at a secondary level, at a university level. And actually something quite interesting for me has been that even some of the webinars that I have attended, they try to ask teachers to use AI and to teach students from elementary school or even pre-K to use AI because, again, it's not the future, it's our reality, and they need to start developing those skills. Finally, the last part that I wanted to share today in this intervention is that in the end, one of my personal conclusions through these couple of years of experience with AI usage inside my classroom and my day-to-day work is that, number one, so far, AI doesn't have a heart, doesn't have a soul, and that's what makes us different. Knowledge is there, and content is there. So when internet emerged, educators could have been easily replaced. But in the end, content by itself, it's not what makes us teachers. What makes us teachers is our soul, is our heart, is realizing that beyond students and teachers, first of all, we're human beings. And sometimes, yes, content is the excuse, but the excuse for what? To develop skills that are definitely needed and required in the world, in reality. That's the first conclusion that I have. The second conclusion that I have is that if we forbid something, then that's gonna create the totally opposite idea that we would want. So, for example, in MUN, in the set that we are right now, we have always told, for the last 2 years, our students, AI could be a source, but there's a process that we set, and they realize that in the end, the process of writing an essay, it's not just a prompt and a few seconds later, information, right? Because that doesn't replace the learning process and the structures that are created inside the brain in order for them to be able to debate. If they don't create their own knowledge, then they don't know how to debate the topic that they're supposed to research. And the same thing in the context of resolutions, for example. We ask them not to use
AI generators for resolutions, but they could use AI for ideas, but they need to come up with their own wording, with their own ideas, with their own structures. And that's another thing. I know that I was talking about conclusions, but something that I want to mention is that AI detectors, as of now, my own personal conclusion about them is that we are better AI detectors than any of the ones that they could offer us, because we know our students, and we know that if we have a student that is not at a specific level and then presents something that it's outstanding, then that student didn't do it, and that's it. And I don't need a machine to tell me that, because I know my students. So the third conclusion is basically that we should really try to incorporate AI for our planning, for our strategies, for our activities, and we should really teach our students and our co-workers that AI is not an enemy, it's a reality, and the sooner we embrace it and we teach everyone how to use it ethically, then it's going to be great for all the skills, all the abilities, and all the knowledge that we want to develop. That's our goal as teachers. Thank you. Thank you so much, dear Julio Cesar. It was quite an interesting presentation about the impact of AI on education. And if you let me, I will just ask you two questions, and then we'll open the floor to our guest just in front of us. First question, what challenges have you faced when incorporating AI into academic activities? Thank you. Thank you for the question. First of all, the resistance, and sometimes even by students, because they feel that, again, through how the experience that they have had, that it's not as perfect as they may have thought of it. And in terms of adults, both teachers and parents, that resistance sometimes comes out of not realizing how powerful of a tool it could be, even to help us to develop different ideas, different plans, different strategies for our daily usage. Thank you. My second question would be this one. What would you advise, what would be your advice for those hesitant to AI in general? Well, for me, the most important part is that we are probably never gonna catch up in everything that is going to be released, and we may feel overwhelmed by the amount of information that we have. There are hundreds of AI applications, and we are not going to become experts on every one of them, but we should pick one or two and start by ourselves to familiarize with them, and then now that we know how to use them, then we realize that it's important for us as teachers to teach our students how to use it in an ethical way. Merci beaucoup, Julio César, pour toutes ces précisions. Et merci à nos deux intervenants pour leur présentation. Je vais faire juste une petite synthèse et puis après je vais ouvrir, si vous le voulez bien, le débat à notre assemblée. Donc, vous l'avez entendu, l'intelligence artificielle est aujourd'hui peut-être, c'est ce que disait la directrice de l'ITU, la grande question de notre génération. Nous sommes aujourd'hui dans l'époque où l'intelligence artificielle va se développer et devenir notre outil majeur d'appréhension du monde. On l'a même vu à travers votre présentation, même de préservation du monde, puisque l'intelligence artificielle peut permettre de conserver, préserver
des langages, des langues qui sont amenées à disparaître faute de population qui les parle. C'est un extraordinaire challenge pour l'intelligence artificielle, mais quand je vous écoute tous les deux, je comprends une chose, c'est que l'intelligence artificielle sera réellement ce que nous en ferons nous-mêmes en nous posant, et vous l'avez dit Kseniia, peut-être la question éthique avant même la mise en œuvre de l'outil dans toutes ses performances, et comme l'a faisait remarquer aussi Julio César, en nous interrogeant finalement aussi sur les biais cognitifs qui apparaissent et qui sont extrêmement intéressants pour nous parce qu'ils nous renvoient une vraie question. Les biais que nous craignons voir se développer dans l'intelligence artificielle ne sont-ils pas finalement les biais cognitifs que les créateurs de l'intelligence artificielle, nous-mêmes, nous avons incorporés? Il y a donc une question à double miroir qui se met en place ici, et c'est une question qui finalement rend la question de l'éducation, comme l'a souligné Julio César et comme l'a montré Kseniia à travers toutes les agences et toutes les institutions qui travaillent sur l'IA à l'éducation, c'est une question qui devient pour nous cruciale en termes de responsabilité professionnelle en tant qu'éducateur. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps, chers amis, je vais vous proposer peut-être bien de commencer à poser vos questions à nos deux experts ici, et afin que le dialogue soit le plus ouvert possible. Je sais que Florence a envoyé il y a quelques jours un questionnaire vous interrogeant sur vos pratiques de l'IA dans vos établissements ou dans votre vie professionnelle. Si vous souhaitez en quelques minutes partager une expérience et proposer derrière ça une analyse à laquelle nos deux experts pourraient répondre avec la salle, eh bien, vous êtes plus que bienvenus. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir le tapis roulant des questions? Monsieur, je vous en prie. Alors, ce ne sera pas un retour d'expérience. Moi, c'est une question pour madame. Ceci tuera cela. C'est le titre d'un chapitre de Victor Hugo dans Notre-Dame, où il explique que l'arrivée de l'imprimante de Gutenberg a tué tout un pan patrimonial et culturel, tout un pan de symbolisme au travers de la construction des cathédrales. Est-ce qu'au niveau de votre organisation, il y a un bureau, une direction qui travaille sur ce que l'on va perdre avec l'arrivée de l'IA. Et si je le raccroche au domaine de l'éducation, à ce qui nous intéresse plus précisément, je parle notamment en termes de métier, et donc en termes, si on le décline dans les établissements scolaires, en termes d'orientation et en termes de qu'est-ce que l'on va pouvoir apporter aux élèves en anticipation de partir sur telle ou telle filière, alors que peut-être on sait ou on saura dans quelques temps que ces filières n'existeront plus du tout. Alors, juste avant que Kseniia ne vous réponde, je vous invite, très chers invités, à vous présenter en 2 mots et de dire d'où vous venez. Ça nous permettra aussi de pouvoir mieux vous répondre en ciblant nos réponses avec vous. Pardon, donc Arnaud Régnier, proviseur de l'École française internationale de Riyad, Arabie Saoudite. Merci beaucoup pour la question. Pour les interprètes, je réponds en anglais. OK. Comme ça, on leur fait une petite pause. Thank you so much for this excellent question. I mean, we see it every day, right? The future of work and how do we get ready? And we all know that lots of professions will be replaced or will disappear. All the administrative roles, and we see it already, interpretation, translation services, like even at the level of ITU, right now we use AI to translate our documents and we use AI for the interpretation. So this is the reality. We don't need to be scared. It's the same what happened 100 years ago with lots of professions. So now the question is, how do we get ready? What I see, and this is interesting, I'm also a student as I speak, I'm doing an MBA. And when I see through my curriculum, actually, the education that I get is not ready at all. In my business curriculum, we don't talk about AI, we cannot use AI, but when I work as a professional, I have to use AI. This is the must to increase my productivity, to increase my efficiency. And my boss wouldn't ask me, oh, you cheated because you used AI. He would actually tell me, you will be faster, you need to use AI, but also you will be challenged. So please do use AI.
You know, there is a very famous expert in AI, Geoffrey Hinton. He's basically the godfather of AI. I'm sure you heard about him. And we had this conversation last year at the summit, and he said, actually, please make sure that your son will become a plumber, because probably that's one of these professions that will not disappear. AI will probably replace lots of automated tasks, administrative work, but everything that is related to a more manual work, to crafts, it's not here. And that's what experts say. So we don't need to be really scared, but we need to be prepared for this. Alors, juste pour rebondir et faire un petit peu d'humour, pour reprendre les propos de Kseniia et Notre-Dame de Paris, que notre collègue a si justement cité, la reconstruction de Notre-Dame de Paris, ça a été l'œuvre à la fois de l'intelligence artificielle à travers une immense entreprise américaine, Autodesk, qui a totalement recréé en intelligence artificielle jusqu'au moindre petit clou, boulon qu'il fallait mettre en place, mais la construction en elle-même, ce sont les mains et les bras des hommes qui l'ont fait. Et on a pu voir là, finalement, cette jonction parfaite de la conception grâce à l'intelligence artificielle, permettant un travail extrêmement efficace, rapide, 5 ans quand même, pour rebâtir un monument historique qui était pratiquement ruiné. Donc, je crois que les challenges sont là, et comme dit Kseniia, certains métiers vont disparaître peut-être, ou du moins devenir plus rares, mais en effet, tous les métiers demandant une expertise précise, humaine, et qui ne sont pas machinables, eux vont continuer à travailler et potentiellement même devenir des espèces rares. Avez-vous, chers invités, encore des questions à nous poser? Ne soyez pas timides. Monsieur, je vous en prie. Thank you very much. My name is David Moreno. I'm headmaster of junior high school at a school in Mexico. I have 2 questions, actually, one for each member of the table. The first one is for Madame. What is your opinion regarding or what do you think about the ethical use of artificial intelligence for art creation and artistic production, specifically in schools, but, well, everywhere? And the second one is for teacher Julio. What do you think? I know that most of us here, we are working with teenagers and almost adults, but what do you portray, or what do you think it'll be for primary school and kindergarten teachers to use AI, and how can we start working on that? We know that every step that we take in the school that we want to picture in the future, it needs to be done on the lower levels up. We usually start on the higher levels. They are more mature. They understand closer to us adults, but when we wanted to really impact on the curriculum of the school, we usually start also below. So those 2 questions. Thank you very much. Should I start? Okay, thanks so much. Yeah, that's a really great question. Thank you so much. And AI in art, it's my hobby project at ITU. So since 2019, we've been working with international AI artists who use AI to create artworks. And so, you know, maybe some of the artists like Rifika Nadol or Songwen Chong, they use AI to create an amazing digital artworks. And they really they don't mind to use AI to do that. So for them, it doesn't pose the problem. The problem is which kind of tools we use. For example, when we were running Canvas of the Future competition together with Shutterstock, so this is one of the providers for the digital images, and they have an amazing tool, by the way, to create artworks. What they said, and they are cautious about, is actually some of those tools are not ethically trained. And again, this is the question for data. Not all the data is properly labeled. We all know data is the fuel of AI. So really to be mindful which tools you use. Like, for example, Midjourney is not recommended to create art because they use lots of content which is not ethically provided. And this is a big question. But for example, Shutterstock, what they do, they now even pay royalties to the artists on the data that they produced in the past, on the new artworks that will be sold. And this is the new business model that we can see emerged. So basically using AI in arts, it's like in the past using photography in art, right? It didn't replace painting, it just created a new stream of artistic experience. And that's what all artists confirm. Thanks. In my case, what we did at our school is that
since we established the policy together, then we asked, well, the process of establishing the policy started with a short introduction about what was AI, which were some of the tools, and then we asked each of the departments to create their own policy. In our school, in elementary and the early childhood years, they decided not to use AI, but we have seen different webinars in which what they say is that they could be used, AI could be used with specific activities, because in the end, if they don't get the formal structure of AI usage in those years, they are gonna do it in an informal way, and they're gonna get it in an informal way, and that's why the recommendation in those webinars, at least, was specific activities in which you introduce AI and AI usage and ethical usage of AI in early years and elementary school, because if we don't do it formally from a school, they're gonna find out anyway. Merci beaucoup. Je vous invite à poser encore des questions à nos invités. Monsieur, je vous en prie. Well, I had a question for our teacher colleague. Really interested in you setting up regulation in your school. The issue we're facing, by the way, I'm Julio. I'm an English teacher at Lycée in Chambéry, France. Well, we all see that students know how to use AI, sometimes wrong, and we, I think, all do the work to train them day in and day out. How much training of staff was needed before you could establish regulation? Thank you for your question. In our process, it took an entire school year, 2023, 2024, with several workshops. It was quite interesting for us as well, because we asked the staff what did they know about AI. And some of them had a lot of knowledge, and they used AI for their classes, and they also shared their experiences with other departments. So during the staff meetings, we basically once a month met only to discuss about AI and to create the policy. And throughout an entire year, the policy was done. So basically, the teachers that didn't know a lot about AI, they managed to get a lot of information, and those of them, or most of them, I have to clarify, that were really reluctant at the beginning, towards the end of the process, they found a lot of tools for them as teachers, and they now are really engaged with a lot of the teaching tools. Alors, Madame, je crois, avait une question. Yes, Sophie Pellegrini, Provence High School, Marseille. I'm going to take 2 step backs and tackle the question of mental health or health in general for kids and their parents. As if I was a teenager today, I think I'd spend hours using AI and electronic tools. Do you have any guidelines, or maybe it's the World Health Organization, I should ask, but are there guidelines for AI use in terms of health? It's like learning to disconnect at some point, and yes, so is there anything existing right now that we could share with our students? Thank you. Sure. Thanks so much for this question. I mean, it's not the guidelines regarding the use of AI, but I think in general technologies. And indeed, there are lots of guidelines that were published by World Health Organization, so you can really take a look on their website. But also, there are lots of surveys now about digital well-being that have been conducted by the UN agencies. Again, they are all available online.
And the issue, what we see from those results, is not really the use of AI, it's more the use of social media or other channels that are not really related. Again, AI, we see it more like as a productivity tool, but there are lots of other harmful applications that maybe don't even use AI that can impact mental health. But yeah, our partners from World Health Organization could give you more details on that. Thanks. Yeah. I'm going to expand a little on this question because definitely mental health should be a priority for everyone involved in education, teachers, students, and AI as a tool and as technology should be that, a resource, right? And again, we are experts in teaching, so we know and we need to be confident with our administrators, our students, our parents, when and how we use AI with our students. There are things in my class that are irreplaceable, and they need to write in pen and paper, and that's it, period. Why? Because I'm the teacher, and I know that there are things, there are processes, there are learning process, neurobiological processes inside the brain that are irreplaceable, and they need to write in pen and paper, and there is no discussion about that. So if we, for example, when PowerPoint came up, and we only use PowerPoints during all our lessons with our students, and those PowerPoints were filled with words, and that was it, then that's unfortunately a resource that it's wasted because it's boring for the students, boring for you, and there is no learning process. So the key for me has always been to mix it up a little. You have one activity with AI, and you have, like with any other activity, a warm-up, an introduction, a development, a conclusion, and then you move on to something else. Another experience that I want to share about writing in paper is that at least the policy in my class, not necessarily in my school, but in my class, is that essays are written in paper and in front of me, period. And I want to share a recent experience a few weeks ago in which a student probably memorized an AI-generated essay and wrote it down. And of course, that student failed because the student didn't follow the instruction. The instruction was for the student to establish a link between a movie that we watched together and the topics that we developed in class. And the essay didn't talk about the topics that we developed in class, talked about the topic in general. So that student failed. And I didn't have to explain to her that the essay, I knew it was AI generated. But again, as I said previously, you know your students, and you don't need a machine to tell you that that happens. So that's my advice. There are things that are irreplaceable, and that if you mix things up a little, then it's going to be great for the mental health of everyone involved. Merci beaucoup pour vos réponses. Un petit point peut-être complémentaire à ce qu'a proposé Kseniia et Juan Carlos. C'est Juan César. Julio César, excusez-moi. Je commence, là je n'ai pas d'intelligence artificielle, c'est de la vraie intelligence humaine et on en voit les limites tout de suite. Il y a un point important sur la question que vous posiez, chers collègues, sur la santé mentale. Il y a aujourd'hui toute une production institutionnelle, alors bien sûr les institutions connectées à l'ONU, dont a parlé Kseniia, mais aussi les institutions connectées à la Commission européenne qui travaille beaucoup dessus actuellement. Le Sénat français lui-même s'est saisi de la question à travers des rapports d'enquête et d'études qui sont extrêmement intéressants, et justement à l'échelon international, européen et même franco-français, ces questions sont apparues à la fois dans la différenciation des usages des autres plateformes récréatives, on va dire, et de l'usage spécifique de l'IA qui lui est productif a priori, mais aussi sur une question qu'on va peut-être aborder à un moment donné, c'est aussi celle finalement de la justification
ou de la certification finale des études qui apparaît. Les rapports autant de l'ONU que de l'Union européenne et même de certains pays de l'Union européenne eux-mêmes et de la France, posons aujourd'hui la question de la capacité réelle pour une institution universitaire, par exemple, à pouvoir affirmer la valeur d'un diplôme qui est donné, puisque, par exemple, un master qui est un master de recherche ou un doctorat demande une rédaction particulière, longue, et que peut-être là, il pourrait y avoir un enjeu de crédibilité en même temps qu'un enjeu de qualité du contenu scientifique. Mais ça ne touche pas, pour le coup, la question de la santé mentale, mais plutôt de l'honnêteté et la question de la probité de la recherche. Alors peut-être une question que vous allez poser. Je laisse la parole justement au public pour une nouvelle question, s'il vous plaît. Madame, je vous prie. Hi, my name is Arwa. I'm art teacher in the French school in Saudi Arabia. I just would like to share my what we are doing. I mean, every day with the students, such as some activities with the smaller one. It's usually it's generating, like just using some application like Firefly, for example, and generating some piece of art, I mean, with the manner of some painters, using some, for example, some objects. And that's what they are doing until now. We cannot, and I'm finding that we cannot do something else with AI more than generating some piece of art. Just my question was regarding the bigger one. We are doing a personal project, which is art installation, for example. I'm feeling that this type of project, I think, that cannot be done with AI, like exhibition, for example, of an art installation. So I don't know how. Maybe if you are more expert than me regarding this art and AI, how can we introduce AI with such projects? And my second concern, it's a conclusion, maybe the robot, I think, cannot replace maybe the human being with some touch or some texture on the canvas and painting with a specific mood, I think, which has the artists have and the robot cannot have, maybe. Thank you. Yeah, thank you so much for this great question. Maybe to respond first regarding the robot, I'm sure you know the robot Aida, the painter, who is now selling its artworks for millions of dollars. So we had it coming to Geneva last year. So I actually would admit it's not my favorite style, but it looked really amazing. So there was a debate about, was it still on canvas? This is my... Yeah, on canvas, yeah, exactly. So it paints on canvas directly. Regarding the AI art installations, so the artists who work with this and who create the exhibitions, one challenge is, of course, funding. Because AI requires, especially if we talk about installations of AI art in real time, so they are usually very interactive. So that requires a lot of compute power, and it requires, of course, some specific screens and devices that needs to be behind it. So when artists work with the technology to create installations, and we don't talk about just generating an image or but really showing the experience, that also big challenge is actually the funding for those artists, because they need to have the access to compute power, and quite often that's supported by the industry. So I'm not sure on the level of schools how that could be done. We try to do art installations during the summit, and I would admit that's a big challenge even for us to bring them and to finance this. I would just like to add that I totally agree with your perception about the subject, and I understand that in the next few years we're going to have these challenges ahead. But as I mentioned earlier, one of the reasons why, as of now, teachers can't be replaced as
by AI is precisely because of our heart, because of our soul. And I think that, especially as a history teacher, when I realized that what really made us humans was our ability to reflect on abstract thoughts. And we have beautiful examples, Lascaux, for example, or in many places of different continents. That's where I think that, at least for the foreseeable future, that's where I am, that those are some of the characteristics that definitely makes us humans, and the production of expression in art is one of those characteristics. And maybe just to add on this quickly, it's not just about art, but I think in any domain where humans do, like you take chess, AI is much better in chess, right? We all know this. But we still followed, for example, the championship, world championship recently between Chinese and Indian players who were playing, so we were all fascinating, and we will still keep going playing chess as humans, right? Even though AI is much better than us. Moi, je voudrais témoigner un petit peu sur ce qui se passe au niveau de MUN et de FerMUN avec justement l'intelligence artificielle. J'ai vu évoluer le projet depuis 13 ans. On utilise effectivement des moteurs de traduction. On n'a pas encore utilisé l'interprétation avec l'intelligence artificielle, mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Par contre, il y a une chose qu'on ne changera jamais, c'est les qualités humaines des jeunes qui sont avec nous. Leur capacité à défendre, même si la résolution a été écrite par ChatGPT, qui est-ce qui va venir au micro et défendre ce qu'ils ont présenté? C'est un être humain et qui n'aura pas une intelligence artificielle dans la tête qui va lui dicter ce qu'il a à dire. Et vous savez, donc je ne suis pas enseignante comme vous le savez, mais je veux dire, je suis prof de MUN, c'est un nouveau métier, mais j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour vous tous enseignants ici. Et je veux quand même vous dire que votre rôle est depuis le premier jour où vous enseignez extrêmement important, et il va le devenir de plus en plus avec effectivement l'entrée de l'intelligence artificielle partout, à tous les niveaux. Et je pense qu'on ne va pas commencer par le premier niveau à 3 ans et au fur et à mesure intégrer l'intelligence artificielle, parce que c'est venu tellement vite ces 3 dernières années qu'on est obligé de l'intégrer partout. On est obligé d'aller voir des tutos sur YouTube pour savoir comment on l'utilise. On fait tous pareil. On dit parfois Google est notre cerveau. Oui, de temps en temps, Google est notre cerveau. Mais notre cerveau reste humain. Nos qualités humaines sont très importantes. Les échanges qu'on a avec les jeunes sont très importants, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que sur le marché de l'emploi, plus tard, ce que les chefs d'entreprise cherchent, ce sont des jeunes avec des bonnes qualités humaines, et un bon savoir-vivre, un savoir s'adapter. Alors oui, la machine va faire plein de choses à leur place, mais savoir parler, savoir interagir, savoir se comporter, tout ça, ils l'apprennent en famille, mais aussi ils l'apprennent à l'école. Et donc ce rôle humain que vous avez, et qui est au départ, hein, je pense que c'est votre cœur qui vous amène à faire ce métier. Après, vous avez toutes les compétences qui arrivent au-dessus, mais ces qualités humaines que vous transmettez aux jeunes, l'envie d'apprendre, l'envie de défendre, alors on le fait beaucoup à MUN, l'envie de défendre ses idées, etc. Ça, à mon sens, ça ne sera jamais remplacé. Et vous êtes vraiment tellement important et c'était pour ça qu'on tenait avec Madame Ruez aussi, qui est là, oui, qui est professeure de mathématiques et qui est dans notre équipe. On a beaucoup discuté en préparant cette table ronde, en se disant, bon, bah oui, l'intelligence artificielle, on l'utilise tous à notre niveau, comme on peut, mais les qualités humaines, ce qui se passe dans votre classe pendant l'heure où vous parlez avec vos élèves, ça ne sera jamais remplacé. Donc, on avait envie aussi de transmettre un peu de ce message, de ne pas avoir trop peur de l'intelligence artificielle, même si elle fait peur, enfin, elle nous fait tous peur, hein, mais de garder quand même en tête que, et c'est ce que disait aussi Julio, c'est que notre humanité ne sera jamais remplacée. Nos capacités à interagir, nos capacités à transmettre de l'émotion, tout ça ne sera jamais remplacé. Et je repense souvent aux mots du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications en 2013, donc il y a quelques années. Son nom ne me revient plus, mais c'était un secrétaire général originaire du Mali, qui donc faisait bien sûr la promotion des technologies, parce que c'est aussi son métier en tant que secrétaire général de l'UIT.
Et il me serrait la main et il me disait, mais vous savez, on ne remplacera jamais un clin d'œil et une poignée de main. Et c'est tellement vrai, et je trouve que là, on a un exemple avec FerMUN. Pendant 1 an, on échange beaucoup d'emails, on ne voit pas nos visages, et qu'est-ce qu'on est content de se rencontrer. Et ça ne disparaîtra jamais. Et je l'ai vu aussi avec le Covid, où on s'est mis à faire des conférences à distance, mais qu'est-ce qu'on est content de se voir. Et oui, alors bon, c'est pas bon pour la planète, on va continuer quand même à prendre un peu des avions et à se rencontrer. C'est aussi ce que font les organisations internationales, c'est ce qu'on fait avec nos les élèves ici. Et ça, cette capacité à communiquer, à transmettre de l'émotion et effectivement à se faire aider des outils pour peut-être amener de meilleures connaissances, de meilleurs arguments, etc. Mais ces qualités humaines, elles ne disparaîtront jamais. Et je crois qu'on a une grande responsabilité dans la formation de nos jeunes. Parce que, bon, pour travailler avec plein de gens différents, pas uniquement des enseignants, mais aussi des entreprises, etc., et parler avec des recruteurs parfois, c'est pas toujours facile de trouver des jeunes. Et je pense que c'est aussi lié à la rapidité du monde, à la rapidité de tous ces outils qui sont arrivés. Enfin, nous, quand on est né, il n'y avait pas tout ça. On n'avait pas Facebook, tout ça. C'est venu tellement vite. Et il y a des jeunes qui ont parfois du mal à tout absorber. Et je veux vous rappeler l'importance du rôle que vous avez, même si vous ne maîtrisez pas forcément tous les outils, mais l'importance du rôle que vous avez de leur donner quelques repères et de pouvoir après arriver sur le marché du travail avec, certes, une tête bien faite, et vous êtes les premiers artisans de tout ça, mais aussi un savoir-être. Et ça, l'école est vraiment très importante et on ne l'enlèvera jamais. Et ça, l'intelligence artificielle aidera peut-être, mais je crois vraiment que c'est l'humain qui va rester au centre de tout ça et qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, je voulais insister là-dessus parce que pour parler parfois avec des directeurs MUN dans d'autres conférences, il y a une grande crainte. Moi, je connais beaucoup de choses au niveau MUN, de se dire, ils ne font plus les rapports de recherche, ils ne font plus les résolutions, etc. Bon, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait trop peur, même si ça nous fait peur, il ne faut pas qu'on ait trop peur. Je pense qu'il faut qu'on ait confiance en l'humanité, parce que et je vais vous proposer d'ailleurs, pour reprendre un peu nos idées, je vais vous proposer de faire une pause café là dans 2 minutes. Mais voilà, je voulais insister quand même sur aussi tous notre humanité. Et c'est très important de garder aussi, mais tout le monde l'a dit, de garder l'humanité dans ce débat. Je termine en disant que pour la traduction et l'interprétation, hier soir, il y a eu un moment important. On était donc au cocktail avec l'ambassadeur de France à la mission de France. Et comme vous le savez, quand l'ambassadeur de France parle en public, il doit parler français. Parce qu'il représente la France. Et on discute tous les deux. Et il me dit, bon, je suis embêtée parce que je vais parler français, mais je vois bien qu'il y a des jeunes Américains qui ne vont rien comprendre à ce que je vais raconter. Alors je dis, écoutez, on va demander à un élève de vous interpréter. Là, il n'y avait plus de machine, il n'y avait plus rien. Cette élève, elle a fait avec ce qu'elle pouvait, et elle a fait très bien. Elle résumait au fur et à mesure les propos de l'ambassadeur et elle les interprétait. Et ça disparaîtra jamais. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit bien former les élèves pour savoir remplacer la machine quand on ne l'a pas avec nous. Voilà. Donc je vous invite à venir prendre une petite pause à l'extérieur et puis on se retrouve dans 15 minutes. 15 minutes. Voilà. Chers collègues, Madame Fontaine doit malheureusement nous quitter très rapidement en raison de rendez-vous qu'elle a déjà par ailleurs. Donc si vous souhaitez encore poser une question à Kseniia Fontaine, c'est le moment ou jamais. Donc Madame, je vous en prie, c'est vous qui ouvrez le feu. Merci beaucoup. Donc, je suis professeure d'histoire-géographie au Lycée français de Barcelone. Et j'avais une question donc, pour Madame, plus d'un point de vue réflexion large au niveau de la société, les impacts possibles de l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Concrètement, par rapport à l'accélération des processus de production, c'est-à-dire que je pense que l'intelligence artificielle, autant que les nouvelles technologies, elles impactent sur la productivité, c'est-à-dire que généralement, c'est des processus qui permettent de produire plus rapidement, en moins de temps. Et c'est quelque chose qui est positif pour la productivité, mais qui parfois a des impacts dans le travail, dans le jour du travail des personnes. C'est-à-dire que nous, par exemple, professeurs qui travaillons avec des mails, avec des nouvelles technologies qui n'existaient pas auparavant, voyons au jour le jour ce que cela entraîne parfois au niveau du fait qu'on attend de nous qu'on produise davantage en moins de temps. Et que ça donc accélère les conditions dans lesquelles on travaille et les objectifs qu'on nous exige. Et comment est-ce que quelqu'un est en train d'évaluer les possibles risques
que l'intégration et la normalisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait engendrer par rapport à cette hyperaccélération qui pourrait être à l'origine de stress ou d'autres problématiques liées notamment au secteur du travail, en général, dans tous les domaines. Merci beaucoup pour cette question. Les interprètes m'ont demandé de répondre en français, donc ce que je vais faire. En fait, il y a déjà nos collègues au BIT qui travaillent sur ce genre de questions, sur le futur du travail et sur l'automatisation, mais aussi l'impact que ça apporte dans le travail de tous les jours. J'avoue que c'est un challenge pour tout le monde, y compris pour moi-même aussi. Et puis, avec la productivité qui doit accélérer, en fait, il y a beaucoup de questions sur en fait, comment on va travailler dans le futur. Est-ce qu'on doit travailler aussi beaucoup? Et ce qu'on voit souvent, c'est la question, est-ce qu'il y aura un jour un revenu universel qui sera en fait versé à tous les citoyens du monde? Et il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup d'organisations qui essayent de vraiment pousser cette idée, parce que à un moment donné, de toute façon, l'intelligence artificielle sera beaucoup plus rapide en termes d'efficacité, en termes de productivité, si on parle de l'automatisation des tâches répétitives. Et l'humain, il ne pourra forcément pas suivre. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on va revoir la manière comment on travaille? Peut-être on va travailler moins, j'espère, mais d'une manière plus productive aussi. Donc il y a beaucoup de recherches. Je pense qu'au BIT, il se pose ces questions. Il y a aussi un chercheur très connu qui a eu un prix Nobel de l'économie, c'est Dario Acemoglu, qui pose toutes ces questions, mais aussi d'une manière positive, bien sûr. Donc la question, c'est comment on s'adapte. Est-ce qu'on reste ouvert à l'arrivée de ces technologies? Oui, c'est ce qu'on essaie de promouvoir, d'être ouvert, de s'adapter, d'apprendre le plus vite possible. Certains, ils arrivent plus vite, les autres pas. Il y a la pression qui se crée sur tout le monde, surtout dans les sociétés privées. J'espère que c'est beaucoup moins pour les institutions publiques. C'est une réalité. Il y a beaucoup qui ne sont pas contents. Mais je pense qu'en général, c'est un processus qui sera plutôt positif pour l'humanité. J'espère que j'ai bien... Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question pour Kseniia Fontaine? Madame, peut-être? Yeah, I was wondering, because I can see that work, I've worked in different schools in different countries, and I can see that the access, for example, to computers, basically, and to Wi-Fi, and even the number of power cuts in a day for some countries, it's an impediment to the use of anything related to new technologies. So I'm wondering, aren't we increasing discriminations between countries and the access to education, even? Because in Madagascar, for example, even in the French school where I work, I can see that I have less access than I used to. So I have to change the way I teach. I used to teach a lot through new technologies, but I can't anymore. And I can't imagine what's happening in other parts of Madagascar, in other schools. Thank you very much for this question. It's a very important one, and that's what ITU's fear as well, that actually ITU advancement will actually deepen the digital divide. We see it already. I mentioned we have already a big chunk of population which is not even online, and that's a big problem. The good news that there is a goodwill, at least on the international level, and there are lots of initiatives that have been created to help schools, to help local communities to access the technology, to access even the connectivity. I mentioned earlier the initiative ITU does together with UNICEF. It's called GIGA, and it's basically what we try to do through the satellites imagery. We are trying to map rural areas in different countries, mainly Africa region, to see where there is a lack of connectivity. And then this is the part ITU is doing. And then what UNICEF does, they actually get in touch with those communities and trying to break through their funds, because you need, of course, substantial amount of funds available. They try to bring resources, like, for example, portable satellites. I mean, Starlink is a great example, to at least to connect the schools. And through connecting rural schools, it gives the access to the technology to the teachers, but also to the students. So there is a goodwill.
But unfortunately, it requires lots of resources, and this is something that we see every day. We lack those resources. There are UN agencies trying to push for this. For example, UNDP, they are operating on the field. So I think from your perspective, when you see that issue, it's something that needs to be escalated on the highest level, because without money available, we won't be able to connect. From our side, we try to do as much as we can. There are lots of also local industries trying to invest. For example, Google, philanthropy, they work a lot in developing countries again, bringing the servers, bringing the hardware, supporting. So there are lots of projects. It's also maybe the question of how open you are, and if you do a bit of research and check what actually exists. So you can find through the foundation some support through UN, but indeed that's a big challenge, and that's what we try to work on as we go. Merci beaucoup, Kseniia. Je crains malheureusement que ce soit votre dernière intervention, puisque d'autres rendez-vous vous appellent. Je vous remercie très sincèrement pour votre participation aujourd'hui. Je crois que les points que vous avez abordés ont été extrêmement importants et éclairants pour notre public ici. Je pense que grâce à Florence BAUDRY et à toute l'équipe du MUN qui est ici, nous pourrons aussi retransmettre toutes les informations sur le grand événement de juillet que vous organisez à Genève, afin que ceux qui peuvent venir vous rejoindre le fassent, et que du moins ceux qui sont à distance puissent aussi avoir accès à toutes les ressources que vous mettrez en ligne, vidéos, textes, ainsi de suite, afin qu'ils puissent s'en inspirer. En tout cas, merci beaucoup et à très très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et en ce qui concerne l'événement, ceux qui ne peuvent pas y aller, en fait, on va faire la live stream pour les grandes sessions. Donc, vous pourriez accéder soit via YouTube, soit via Neural Network Platform. Donc, make sure that you get registered and you can always watch the live stream. And I'm happy, if you have any questions, please reach out to me, and we're really looking forward to work with you all, guys. Thanks so much. Bien, mes chers collègues, pendant que Kseniia Fontaine nous quitte, bien, nous allons continuer notre panel de questions. Nous avons toujours, n'est-ce pas, avec nous Julio qui est à mes côtés, mais vous pouvez aussi, n'hésitez pas à intervenir entre vous quand une question se pose et que vous souhaitez répondre à un de nos orateurs, n'hésitez pas à le faire. Avez-vous donc une question à poser à Julio ici ou une expérience à partager? Monsieur, je vous en prie. Bonjour, Robin Hoffman, professeur documentaliste au lycée de Ferney-Voltaire en France. C'est pas tant une question qu'un point de vue. Nous avons, avec un groupe de travail sur l'intelligence artificielle, travaillé sur les bénéfices dans la pédagogie. Et un bénéfice majeur, selon moi, concerne la différenciation. En France, beaucoup de collègues justement se plaignent qu'il y a beaucoup de niveaux différents au sein même des classes, ce qui fait qu'il est de plus en plus difficile d'adapter son cours au niveau de chacun. Avec l'intelligence artificielle, certaines applications du moins permettent justement d'adapter un même cours vraiment à, à des niveaux complètement différents. Ça peut être un atout majeur pour justement pallier aux problèmes des élèves qui actuellement, certains ne peuvent pas tous avancer à la même vitesse. Voilà. Je ne sais pas si certains des collègues ici présents connaissent des applications, mais il y en a une du moins j'ai pu tester, qui est très performante. C'est une intelligence artificielle française qui s'appelle Le Chat, qui est de l'application AI Mistral, qui permet, c'est une IA générative, qui permet effectivement, à la manière de ChatGPT, de traiter les données, les informations, mais avec un avantage que n'a pas ChatGPT, c'est de dire « je ne sais pas », mais par contre, allez voir telle ou telle source. Merci. Yeah, definitely. That's a great aspect of education for teachers in terms of AI, because there are several. I know that there are several ways to use different applications to differentiate and to make an individual experience for students.
And I would love to hear actually from the different teachers if they have used different applications like this one that you are mentioning to do that. But yeah, in general, my idea is that despite the fact that we may feel overwhelmed by a lot of applications, I think that one of the purposes of this space is precisely for us to share which are some of the applications that we have used or websites, and maybe this question and this intervention could begin with that. Merci beaucoup pour cette question et cette réponse. Alors, si je puis me permettre une petite incise, cette question que vous soulevez de la pratique de la différenciation pédagogique, elle est aujourd'hui au cœur de la réflexion justement que plusieurs laboratoires en université et particulièrement en psychologie cognitive sont en train de mettre en place. Il y a un très beau laboratoire ici à Genève, à l'UNIGE, qui travaille là-dessus en ce moment et qui cherche à développer des outils permettant, sur la base, on va dire, d'un cours ordinaire, des déclinaisons en fonction de troubles cognitifs qui sont connus. Et donc, en intégrant un script ou un prompt avec ce cours-là, en indiquant globalement quels sont les besoins de l'élève derrière ça, simplification du vocabulaire, simplification même de la formulation, propositions multiples ou autre chose, ainsi de suite, de donner à l'enseignant des outils qui font que sur la base d'un seul document, il puisse en générer plusieurs, adaptés à plusieurs élèves dans plusieurs situations différentes. C'est pour nous, je crois, membres de l'éducation, aujourd'hui peut-être l'un des axes de recherche sur lesquels nous devons nous pencher, sachant que ces équipes universitaires sont bien sûr composées d'informaticiens, de développeurs, de psychologues et de cogniticiens, mais aussi d'enseignants. Et d'enseignants qui n'ont peut-être pas les compétences techniques nécessaires, mais qui, eux, ont une approche de l'acte éducatif, de l'acte pédagogique, et d'une certaine manière deviennent prescripteurs des améliorations à apporter à la plateforme, à l'outil, pour qu'elle soit réellement efficace en direction des élèves. Donc si dans vos pays d'origine actuellement de tels laboratoires existent, je vous invite sérieusement à vous mettre en relation avec eux. Il y a une vraie demande aujourd'hui d'enseignants prêts à s'investir dans cette dimension-là, de pédagogues réellement prêts à s'investir pour aider tous ceux qui mettent en place les outils numériques d'intelligence derrière cela pour les rendre efficaces. Y a-t-il une autre question en français, par exemple, que vous souhaiteriez poser à notre invité? Il répondra en anglais, bien sûr. Chers collègues. Je ne veux pas monopoliser la parole. Néanmoins, deux questions, finalement. L'une sur la conviction et l'autre sur la formation. En tant que chef d'établissement, on est responsable d'une politique éducative, pédagogique, et donc il va falloir que l'on convainque. Si j'avais été convaincu en 2013 que le Bitcoin avait une pérennité, je serais multimillionnaire à l'heure actuelle. Et je crois qu'on en est là quelque part. Il faut qu'on arrive à convaincre que l'intelligence artificielle va réellement, bien sûr, peut-être révolutionner les pratiques pédagogiques, mais en même temps apporter un vrai plus dans ces pratiques. Vous avez travaillé, vous, sur une charte où, en fait, vous avez cherché à mettre en place des règles par rapport à une crainte. Est-ce que maintenant que vous avez vous avez franchi un pas supplémentaire où dans la conviction, vous montrez tout l'intérêt qu'il y a à travailler? Ça, c'est ma première question avec l'IA. La deuxième, c'est du coup, est-ce que vous avez développé des formations en interne parce que on ne pourra pas réussir à franchir ce cap, ce tournant de l'utilisation de l'intelligence artificielle si derrière il n'y a pas une politique de formation massive, alors à la fois au niveau des États, mais aussi au niveau plus micro des établissements. Donc est-ce que vous avez mis en place une politique de formation interne? Et avec ce qu'a dit le collègue, et donc je rebondis, et également avec les outils que les enseignants, qui commencent à se développer, que les enseignants peuvent utiliser.
Thank you very much for that intervention. First of all, yes, both in the secondary school that I work at and the university that I worked at as well, we have the possibility of taking trainings throughout the school year. And because of that, some of them are voluntary and some of them are mandatory. And because of that, our staff is very well versed on this aspect. But I think that the key in both of the establishments that I work at, of the success so far, was number one, the openness about the reality and to do something about it. Number two, to get the staff involved in the creation of the guidelines of the policy in both of the establishments. And we know as teachers that sometimes when we feel that we're being posed several things, then we're going to be more reluctant. But when we're part of the process and we listen to experiences from other teachers, that was key in both of these establishments, both at the secondary level and the university level. So I think that my experience and my advice is precisely that, yes, definitely to have a solid training program, it's important, but it's really, really important as well for that training program not to be imposed. And the other thing is that because information is already out there, sometimes, at least in our case, we found the best experiences and the best practices from within the staff, because they have done it already and they had experience already. So in that scenario, that's probably the best course of action, because in the end, what we want is a community that is convinced and engaged with AI in this context, but we don't know what's going to happen in the next few years. And with any other practice or any other technology or any other challenge that may arise, the approach, from my experience, the best approach is to get the staff involved and not the staff to feel imposed on doing something that maybe they don't really have the time or the knowledge or the specific abilities to develop. So in that regard, something crucial was that thankfully both in the university and the secondary school, we had sufficient staff members with some experience, and that was actually an advantage because we felt something that was true and something that was relatable for our reality, and that helped us a lot. Merci beaucoup pour cette réponse qui est extrêmement importante, et merci pour cette question qui est une question qui est peut-être beaucoup plus cruciale que nous pouvons l'imaginer. Si je puis me permettre une petite réponse de mon côté assez rapide. Du côté du chef d'établissement, la question se pose en effet de manière extrêmement claire. Est-ce que les équipes pédagogiques sont convaincues aujourd'hui de l'utilité de l'intelligence artificielle? La réponse serait oui. Est-ce qu'elles sont convaincues que ça leur sera utile à elles, aux élèves? La réponse serait plutôt non. Et quand on interroge autant à l'échelon français qu'européen, pas mal d'analyses ont été sorties et proposées. On se rend compte que la première question qui apparaît est une question pratiquement existentielle. L'intelligence artificielle ne va-t-elle pas finalement totalement modifier ma mission d'enseigner, mon rôle d'éducateur et de pédagogue, et ne faire de moi qu'un simple animateur finalement dans ma classe? Alors il y a là quelque chose qui est de l'ordre de l'impensé, quelque chose qu'il nous faut assumer et prendre en charge pour pouvoir le combattre et en même temps finalement rassurer, comme disait tout à l'heure Florence BAUDRY, sur le fait que l'humain ne peut pas être dépassé. Mais néanmoins cette question elle est fondamentale et on ne peut pas en faire l'économie.
Tant que nous n'arriverons pas à répondre et à rassurer les équipes enseignantes en disant que l'acte pédagogique est profondément un acte d'humain à humain et non pas un acte de machine à humain, nous ne pourrons pas faire adhérer les équipes. Derrière ça, il y a aussi une question beaucoup plus simple qui se pose, c'est celle de la charge de travail. On parlait à l'instant avec Kseniia de productivité en hausse, et Madame avait posé la question aussi de la hausse de productivité qui peut être engendrée. Beaucoup d'organisations professionnelles, syndicales, se demandent si l'introduction de l'intelligence artificielle, en modifiant la relation finalement à l'enseignement, ne va pas aussi produire une obligation complémentaire de travail pour les enseignants, puisqu'ils font moins, ils ne font plus leurs cours, ils ne corrigent plus leurs copies, ils n'arrangent plus leurs cours pour les besoins particuliers. Qu'est-ce qui empêcherait qu'ils fassent 2 fois plus de temps devant leurs élèves, puisque l'intelligence fait le boulot. Cette vision-là, elle fait partie des peurs naturelles. Cette vision-là, il faut la combattre aussi, puisque de toute façon, le travail de l'enseignant demeure celui d'un maître et d'un possesseur de son objet, l'acte éducatif. Derrière ça vient la question de la formation, et vous le releviez avec beaucoup de justesse, chers collègues. La formation, aujourd'hui, elle est très balbutiante, parce que justement, nous n'arrivons pas encore à parfaitement appréhender, indépendamment des expériences positives que Julio a pu développer à côté, tout l'empan, toute l'importance de l'intelligence artificielle dans nos futures pratiques, quelles qu'elles soient, y compris en termes d'orientation de nos élèves vers le supérieur, en termes de travail sur les habiletés personnelles, ainsi de suite. Donc là, il y a peut-être un très gros travail, encore une fois, pour nous, acteurs immédiats de l'éducation, à justement rejoindre les équipes qui travaillent en laboratoire, à l'université ou dans les centres de recherche pour participer à l'élaboration de ces outils. Quand ces outils seront efficaces, ils pourront être aussi des supports de formation pour nos collègues et pourront donc permettre une formation des équipes dans le meilleur sens. Derrière ça, ce que je vois, c'est que justement, nous sommes aujourd'hui un petit peu dans la situation de... Je ne dis pas de nos collègues les plus âgés, mais quand Internet a commencé, quand on a vu apparaître Wikipédia, nous voyions, n'est-ce pas, la fin du monde à l'époque, parce que les élèves allaient uniquement copier ce qu'ils trouvaient sur Internet. La réalité n'a pas été ça. Même si quelques années ont été un peu difficiles peut-être. L'IA propose un modèle qui est beaucoup plus intensif, c'est vrai. Mais c'est peut-être notre première fonction à nous, pédagogues, éducateurs, de faire en sorte que l'IA soit un outil, et comme disait Julio, un outil réellement efficace, mais non pas un substitut de l'enseignant. Et ça, fondamentalement, c'est quelque chose qui ne dépend que de nous. Donc, en effet, il faut impliquer les équipes, il faut les motiver, il faut leur faire perdre l'angoisse qu'elles ont face à l'IA, et les inciter à s'en servir comme un simple outil qui démultiplie leur puissance de travail, tout en garantissant aussi peut-être une adéquation beaucoup plus fine au profil de chaque élève. Ça sera sûrement l'objet des quelques 10 à 15 années qui vont venir, le temps que les mythologies s'effondrent et que nous puissions affronter sérieusement l'IA comme simplement un objet de travail, un outil de travail, et non pas un concurrent dans le travail. Je ne sais pas d'ailleurs si vous souhaitez réagir à cette dimension, chers collègues. Madame. Marie-Douard pour le lycée français de Zurich. À Zurich, l'année scolaire dernière, notre direction a fait intervenir, a banalisé une journée et a fait intervenir un intervenant qui est un professeur d'histoire-géographie, Michael Bertrand, qui nous a tenu un discours pas du tout alarmiste sur l'IA et qui nous a fait travailler pour qu'on puisse appréhender dans nos apprentissages, dans nos cours, comment on peut utiliser l'IA au quotidien. Et ça a vraiment changé nos pratiques au lycée, en tout cas au secondaire plutôt. Et il a publié plusieurs articles, plusieurs livres, qui pour le coup, personnellement, moi, m'accompagnent un petit peu dans cette nouvelle façon d'enseigner. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de la part de notre direction de banaliser. Donc déjà, ça a été justifié aux familles, parce que banaliser toute une journée, c'est quand même conséquent. Mais les familles ont totalement compris et ont adhéré au projet, et je pense que c'est ce qui fait qu'on peut mettre en place ça en ce moment au lycée, parce que les parents sont adhérents. Et ils ont eu aussi une petite conférence sur ça. Et sans les parents, je pense qu'on peut pas mener ce projet-là.
En tout cas, ça a été notre conclusion après cette intervention. Alors je crois, chers collègues, que vous avez en effet touché aussi un point très très sensible. Nous parlons beaucoup de notre perception en tant qu'éducateur, pédagogue de l'IA. On parle de l'utilisation que les élèves peuvent en faire, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce troisième acteur que parfois on oublie dans l'éducation, qui est bien le parent, hein, la famille. Démontrer à la famille que l'IA est un outil complémentaire et non pas une solution absolue, c'est extrêmement important. Dédramatiser aussi son usage est extrêmement important. C'est dans ce travail finalement sur les trois pôles d'un triangle que nous pouvons arriver finalement à fonctionner, le pédagogue, l'élève, le parent, pour arriver à rendre sa pleine dimension et sa juste dimension à l'intelligence artificielle dans l'éducation. C'est quelque chose en effet, et c'est vraiment à mon sens l'un des points peut-être les plus complexes à travailler, c'est ça, c'est comment faire que les parents comprennent bien l'intérêt, mais aussi les limites de l'IA, et que les parents soient des modérateurs de l'IA aussi à la maison, qu'il n'y ait pas un discours double, un discours officiel de l'institution scolaire, et puis un discours peut-être utilitaire dans les familles, mais bien un discours réellement sur la véritable utilisation de l'IA comme un outil et pas plus. Quelqu'un veut peut-être réagir dans notre assemblée ? Monsieur ? Donc, bonjour, Monsieur Aklef, professeur d'histoire-géographie et d'AGGSP à l'école française internationale de Riyad en Arabie Saoudite. Alors vous aviez commencé votre présentation avec peut-être une annonce eschatologique de ce qu'allait être l'intelligence artificielle et finalement je me retrouve un peu dans ce que vous avez dit, puisqu'on présente souvent l'intelligence artificielle comme un outil. Alors PowerPoint est un outil de présentation, on a eu l'exemple tout à l'heure, mais l'intervenante a parlé, a expliqué ses propos. Moi, je vois l'intelligence artificielle comme quelque chose qui peut mettre en danger les compétences que l'on travaille avec nos élèves. Puisque, dans la manière dont vous l'avez présenté, vous êtes un peu les garde-fous. Vous êtes la conscience éveillée de l'intelligence artificielle, puisque nous avons l'expérience qui nous permet justement de savoir comment utiliser l'IA. Et donc le cœur de la question, c'est l'éthique, vous l'avez souligné plusieurs fois, puisque finalement, c'est pas tant l'IA, mais l'utilisation qu'on va en faire. Or, pour des élèves qui sont parfois sous pression, puisqu'il faut avoir des bons résultats, il faut avoir des bonnes notes, il faut que les travaux soient exemplaires, et donc l'utilisation de l'IA, elle empêche, à mon sens, lorsqu'elle est mal utilisée, le stimulé intellectuel qu'il y a entre la consigne que l'on donne et puis le résultat. Lorsque je donne ma consigne, j'attends le résultat, bien évidemment, mais ce qui m'intéresse le plus en tant qu'enseignant, c'est toute la démarche qui est faite par l'élève. Il a le droit de se tromper, il réfléchit, il amende, il corrige, etc. Et donc c'est toute la phase d'apprentissage, de stimulé intellectuel, qui fait que, entre guillemets, on a réussi notre mission. Puisque nous ne sommes plus les seuls à dispenser le savoir, et ça depuis longtemps, depuis l'encyclopédie, et même avant sûrement, nous sommes la caution scientifique et institutionnelle des savoirs qui sont dispensés. Mais l'élève peut aller chercher le savoir à droite, à gauche. Et donc moi je vois l'IA comme le supermarché, qui va faire disparaître les commerces de proximité. Et donc nous on doit être les garants de ces commerces de proximité. Je donne deux exemples avec mes élèves. Donc en première, on a un thème en géographie sur les espaces de production à l'échelle mondiale. Je donne une activité, je demande aux élèves de jouer le rôle d'un entrepreneur. Ils doivent créer un produit, imaginer sa conception, sa fabrication, sa vente, donc pour mettre en évidence la spécialisation des territoires, donc extraction, production, conception, etc. Et donc je donne une consigne bien claire. J'ai un élève qui s'en cache pas, qui a ChatGPT 4, et donc je lui demande de ramener son ordinateur et je rentre la consigne. L'objectif à la fin, c'est de réaliser une carte en géographie. Eh bien, l'IA a réalisé le travail en 30 secondes. Là où je donne 2 heures pour mes élèves en groupe, donc pour échanger, pour développer une multitude de compétences. Et moi, la crainte que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a une charte, il y a plein de choses, mais on ne sera pas toujours derrière nos élèves. Et donc, l'intelligence artificielle, à mon sens, n'est plus seulement un outil. C'est quelque chose qui remplace, puisque il y a le terme intelligence, donc il faudrait peut-être le redéfinir, c'est la capacité
à réfléchir de manière raisonnable. On enlève les sentiments, on enlève l'intuition, mais donc réfléchir de manière raisonnable. Et donc tout ce pan qui est nécessaire hein, pour la construction, pour le développement personnel, pour tout ce qu'on veut, hein, pour l'apprentissage de la citoyenneté également, eh bien, je vois l'IA finalement comme, peut-être pas quelque chose qui va me remplacer, hein, puisque mon métier va sûrement changer dans les années à venir, mais je le vois vraiment comme un danger pour l'intelligence de nos élèves. Donc ma première question, c'est finalement, là, on présente que les aspects positifs, mais lorsqu'on travaille sur la démocratie en GGSP, donc je donne un article sur la matière noire de la démocratie, c'est un article qui met en évidence, justement, comme le dit la matière noire, puisque la matière noire, c'est l'élément le plus présent dans l'univers, mais on parle toujours des étoiles et des planètes qu'on voit. Et donc 80%, c'est de la matière noire. Et donc la matière noire de l'IA, on l'évoque que très rarement, quasiment jamais, puisque depuis tout à l'heure, on n'en vante que les mérites et que l'aide qu'elle peut nous apporter. Donc ma première question, c'est finalement, donc est-ce que il ne serait pas plus pertinent justement de traiter de cette question de la matière noire? Et puis la deuxième question, peut-être que l'ancienne intervenante aurait pu y répondre, mais parce qu'elle nous a présenté AI for Good, et moi donc je pense plus à AI for Bad par rapport à ce qu'elle a dit, puisque dans un monde idyllique, effectivement, l'IA c'est magnifique. Mais on l'a vu avec Internet, ensuite il y a eu le dark web. On l'a vu avec Internet, le harcèlement scolaire par exemple, qui est d'actualité. Donc l'utilisation, elle pose de vrais défis. Donc ne faudrait-il pas justement des règles drastiques? Comme l'a dit mon proviseur tout à l'heure, effectivement des applications labellisées qui nous garantissent que finalement pas de fake news, pas d'entrave aux compétences nécessaires au développement de nos enfants. Donc voilà, c'est deux questions essentielles et puis la pensée que j'avais par rapport à la question. Donc voilà pourquoi je suis réfractaire à l'utilisation de l'IA dans ma salle de classe. Je l'utilise, je l'utilise parfois, oui, à titre personnel. Et je me dis, peut-être pour me rassurer, par exemple, si j'ai quelque chose d'urgent à faire, je peux lui demander de me le faire. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais rédige-moi une introduction sur tel sujet très rapidement. Moi, j'ai la compétence, je sais rédiger une introduction parce que je l'ai appris. Mais si l'élève fait la même chose que moi, il va avoir une très belle introduction, il va la changer sûrement, etc. Mais il n'aura jamais appris à faire une introduction avec les étapes nécessaires. Donc voilà pourquoi je suis encore un réfractaire à l'utilisation de l'IA dans la salle de classe, sauf éventuellement s'il y a des applications donc labellisées et puis une formation qui nous permette justement de bien intégrer ces IA aux différents programmes, puisque entre un prof de maths, un prof d'histoire, des SVT, je pense que l'utilisation de l'IA, il y a sûrement des similitudes, mais elle est totalement différente par rapport aux attentes de nos programmes. Voilà, merci. Comme vous pouvez le constater, je parlais de conviction. Nous allons avoir des débats passionnants et passionnés à Riyad dans quelques temps. Yes, thank you so much for your intervention. Definitely, I think that at the core, we all want our students to learn and to develop the skills, the abilities, and for them to know that we need to be engaged with AI and to see precisely which are the boundaries and which are the aspects that could develop thrilling abilities and skills in our students. From my experience, the way that I have used AI in my teaching strategies has helped me and my students to develop that reasoning, because, again, I haven't changed all of the practices before AI. I have just incorporated AI at specific moments of the learning process. So let me give you practical examples in an MUN context. The position papers and the writing of position papers, for me, that's crucial because, as I always tell my students, that's the beginning of everything they need to know
to be prepared to debate. And in a few seconds, you could ask any of the generative AI, write a position paper about this subject and think about this country, and this is the committee, and that's it. And the neurobiological aspects, the structural aspects in your brain are not developed. So in that sense, I absolutely share your concern. How do I ensure that that doesn't happen with my MUN students? I establish a process. I establish a process that lasts at least 2 weeks, in which I ask them first to develop some ideas related to the topic and the committee. Then to structure, after I give them feedback, then to structure those ideas into at least 3 areas: an introduction, a middle, and a conclusion. Then just the ideas, not to write paragraphs. Then I ask them to, after again provide them feedback, to write paragraphs about those ideas that they had already written. And finally, the last stage is to present the position paper. In that process, again, I don't have to use an AI detector because I am the AI detector, because I know the level of my students, and I know when AI is being used and not being cited properly, and I know when there is almost 100% replacement of the process that I want them to develop. So when that happens, I tell them, go to the previous step, and you cannot move forward until you do it by yourself. And I have found that that has been the best way to convince them, because in the end we know that if they come to debate with a position paper or a research that is AI generated, they're not going to have the skills and the knowledge to debate in real time. They are not going to have the information by themselves. So by establishing a process in which you provide feedback to your students about the different aspects that you know are crucial, are at the core of the learning process, then AI could be definitely used as a tool, but in that way and through that exchange, you're also teaching them that this is why it is not a replacement for your process. And in the end, that's one example in the MUN context, but in general, I totally understand that it's never the same teaching science or teaching math or teaching arts or teaching any other field than teaching, for example, social studies, which is my field. But in the end, I do believe that with specific moments and specific activities and the reflection, the feedback behind those moments, that's when AI could be definitely used in an appropriate manner, and we are not sacrificing the skills, the knowledge, and the abilities that we want them to develop. If we use AI as a replacement for our work, then we're doomed. Yeah. In the end, we need to know that at specific moments and with deliberate guidance, it's a great tool. If not, it's a waste of time for everyone, for students, for the teachers, and for the schools. Je voudrais ajouter sur l'utilisation de l'IA dans le cadre de MUN, puisque c'est ma partie. Vous partagez des réflexions. Par exemple, quand on a préparé FerMUN, Walia, qui est secrétaire générale adjointe en charge de la formation des délégués, on se parle au téléphone et elle me dit « Non, mais on ne va pas demander de position paper, ça ne sert à rien, ils le font sur ChatGPT. » Alors, je lui ai dit « Oui, tu as raison, ils font sur ChatGPT et ça, on ne peut pas les empêcher. » Par contre, c'est quand même dommage qu'ils n'écrivent plus de position papers à l'intérieur de Ferney. On n'a pas demandé les 700 position papers parce que c'est impossible à relire. Donc, on demande que dans Ferney et c'est pour ça que vous avez sinon un questionnaire à remplir.
Et je lui ai dit, écoute, on va peut-être continuer à leur demander des position papers, mais vous allez les lire de manière différente. Vous allez interroger ces position papers, vous allez exiger qu'il y ait des sources, et que les sources soient vérifiées et justifiées. Et je pense que c'est une des manières d'aborder cette question, c'est que c'est tout le problème. J'ai envie de faire un parallèle avec les réseaux sociaux. Moi, en tant que parent, là, c'est plutôt un témoignage de parent. En tant que parent, ma décision, quand tous ces réseaux sont apparus, j'ai des enfants, ça a été d'être sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai pas réussi à me mettre sur TikTok, mais je suis sur les autres. Et pour, en fait, connaître cet endroit que fréquentent mes enfants. Pour pouvoir, après, connaître les dangers, pour pouvoir en parler. Et aussi, j'ai souvent dit à mes enfants, j'aimerais bien être ton ami sur Instagram. Oui, mais non. Et je dis, bah, écoute, si ce que tu postes sur Instagram, je n'ai pas le droit de le voir, c'est qu'il ne faut pas le poster. Oui, mais c'est en privé. J'ai encore eu une discussion il y a 2 jours avec des élèves. Oui, c'est en privé, mais tu penses que c'est en privé. Mais tu as mis sur les réseaux, c'est parti. Et je dis, dites-vous toujours, aux jeunes, c'est le seul truc que je leur dis, dites-vous toujours, quand vous mettez quelque chose sur Internet, est-ce que vous êtes OK pour que vos parents le voient? Si vous n'êtes pas OK pour que vos parents le voient, ben, ne le mettez pas. Et je pense que pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, je comprends tout à fait et je partage vos propos sur la limitation dans les salles de classe, mais il ne faut pas oublier qu'il faut quand même savoir comment ça marche. Je connais un petit peu, mais pas beaucoup, et pour pouvoir accompagner, en fait, et pour pouvoir se dire, bon, bah là, je sais, alors dans la classe, il ne va pas y avoir l'utilisation de cet outil, mais dès qu'ils vont être sortis de la classe, ils vont l'utiliser. Donc, bon, après, j'ai manqué un bout du débat, mais on peut repérer tout ça, etc., et donner des conseils. Donc, pas forcément l'utiliser avec eux, dans le cadre de l'enseignement, sans doute, mais pouvoir leur donner des conseils, leur dire, attention, pour l'IA, en fait, nous, quand on en parle à MUN, c'est principalement cette histoire de source. Et c'est assez intéressant parce que quand je corrige les rapports de recherche, là, je vérifie les sources, et puis, alors, on a l'impression que la source est très fiable, mais en fait non, elle renvoie sur un rapport de 2018 alors qu'on parle d'un rapport de 2023. Donc faire prendre conscience aux élèves en fait aussi de la limite de l'outil et combien c'est nécessaire. Voilà, notre intelligence humaine, elle est vraiment nécessaire encore plus quand on utilise l'IA. Mais ce qui est compliqué, je trouve, dans tous ces outils, c'est on ne peut pas empêcher. Donc comment est-ce qu'on va accompagner ? Alors, sans doute, effectivement, pas en faisant entrer l'IA partout dans les classes, hein, ça, j'entends tout à fait, mais voilà, ils l'utilisent. Il n'y a rien à faire, ils l'utilisent à la maison, ils l'utilisent dans le cadre de MUN, alors c'est assez flagrant. Alors, on peut essayer d'inventer des exercices. Bon, bah, on sait qu'a priori, ça sort de ChatGPT, mais comment est-ce qu'ils vont prendre la parole, comme je suis en train de le faire, pour défendre ce qu'ils ont présenté? Et si ils n'ont pas vraiment questionné ce qu'ils ont produit, la prise de parole, elle va vite s'arrêter, en fait. Donc, il y a des idées comme ça à trouver, mais là, je parle du MUN. Mais, et je ne sais pas si vous avez parlé, je me permets, dans le cadre des mathématiques, je sais qu'il y a un outil, en fait, où on peut envoyer la copie de mathématiques, ça la corrige, et ça propose des exercices adaptés, en fait, aux difficultés de l'élève. Donc ça, c'est un outil plus pour le professeur, pour le coup. Mais il y a quelques outils. Mais je partage tout à fait votre méfiance, hein, parce que c'est vraiment compliqué. Et je rapporte ça à l'utilisation, effectivement, des jeunes, des réseaux sociaux. Comment on fait? Enfin, vous êtes aussi concernés dans les classes. C'est vraiment compliqué. Mais je repasse la parole. C'est pas aller monter bisounours, hein, on le sait. on le sait bien, mais je pense que c'est important d'en parler et de dire, bah, c'est là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà, merci. Allez-y, monsieur. En fait, pour éclaircir mon propos, c'est qu'effectivement, c'est la fracture générationnelle. Je pense à mon grand-père qui lisait le journal sur le papier, et puis nous, aujourd'hui, on le lit sur le smartphone. Simplement, on est en train de lire. C'est le support qui a changé. Je reste encore très sceptique. Je pense que, comment dire, ça rappelle les cycles d'innovation-destruction. Donc, on est dans une nouvelle innovation et forcément, il va y avoir une destruction. Et je pense, après, j'espère me tromper, mais je pense que l'école va changer, que le métier d'enseignant va changer et puis que l'élève va changer. Tout à l'heure, vous parliez du contact humain. Je me suis un peu renseigné, par exemple, sur ce qui se fait à Singapour ou en Corée du Sud. Et les enseignants qui sont dans la salle de classe, les élèves travaillaient exclusivement avec l'IA et sur les ordinateurs. Donc, ils étaient en apprentissage en relation avec la machine, finalement. Et les enseignants qui étaient dans la salle de classe
il y avait 5 enseignants dans la salle de classe qui pouvaient bouger à droite à gauche. Il y avait un informaticien pour s'assurer que l'ordinateur fonctionne. Et puis, il y avait des enseignants qui tournaient dans la classe pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bruit. Et si éventuellement, parce que c'était des petits-enfants, certains ne comprenaient pas ou n'avaient pas encore intégré les différentes touches et les différentes demandes, eh bien, ils étaient là plus comme des intervenants. Mais vraiment, l'expérience a montré que les enfants progressaient. Et donc, c'est pour ça que, je comprends, hein, donc c'est pour ça que c'est une fracture générationnelle. Que pour la plupart, voilà, on n'est pas des novices dans l'enseignement. Donc, la réalité, c'est que, et vous l'aviez évoqué tout à l'heure, c'est que des enfants maintenant en maternelle ou en primaire qui utilisent l'intelligence artificielle, ils l'utiliseront beaucoup mieux que nous, beaucoup mieux que nos élèves pour le moment. Et donc voilà pourquoi la vérité d'aujourd'hui, oui, j'y adhère, c'est bien, ça fait avancer les choses, ça va plus vite, etc. Mais dans 15 ans, 20 ans, la vraie question, il y a dans l'éducation, je pense, à titre personnel, qu'on est voué à disparaître en tant qu'enseignant comme on l'est aujourd'hui. Voilà, c'était ça. Vous posez une vraie question, et en fait, peut-être, je ne vais pas vous rassurer, hein, je n'aurai pas ce rêve-là. Néanmoins, quand on en revient aux études générales sur l'éducation, quelle qu'elle soit, on remarque une chose, c'est vrai que les outils peuvent bouger beaucoup, l'imprimerie, la diffusion du livre imprimé à un moment donné a changé beaucoup de choses par rapport à l'instruction simplement orale, hein, de l'Antiquité, puis après les encyclopédies, puis après Internet, ainsi de suite, peu importe. Mais on remarque toujours une chose, c'est que quel que soit l'outil, et ça a été parfaitement analysé par un magnifique psychologue de l'éducation, Vygotsky, il y a un besoin fondamental qui est celui du père, le semblable, en l'occurrence, dans l'éducation, parce qu'un élève peut en effet faire beaucoup de choses, peut de lui-même, comme en Corée en ce moment, apprendre par lui-même, mais il y a un moment où sa zone proximale de développement ne fonctionne plus. Et c'est justement tout le rôle de l'enseignant de lui faire franchir les limites de la zone proximale de développement qui est la sienne. L'outil change, donc peut-être que le niveau qui sera le nôtre va aussi changer, mais fondamentalement, la relation pédagogique doit demeurer. C'est une question qui est déjà la question que posait Platon à l'Académie, dans la Grèce antique, et on commençait à dire, dans pas longtemps, nos jeunes n'auront plus besoin de nous parce qu'ils vont tout apprendre par eux-mêmes, et Aristote a tout démonté en démontrant que ça ne marchait pas. Et finalement, depuis pratiquement 2800 ans, nous nous posons la même question, et à chaque fois, les mêmes outils reviennent. Votre question est parfaitement légitime, mais je pense que justement, il nous manque aujourd'hui le recul, peut-être pour voir vers quelle destination notre métier va s'orienter, avec peut-être en effet un changement de paradigme de l'action, mais je ne pense pas à un changement de la mission profondément. Nous aurons peut-être une autre mission avec d'autres outils, mais nous demeurons aussi indispensables parce que, comme disait Julio à l'instant, nous demeurons d'abord les meilleurs connaisseurs de nos élèves, et c'est nous qui pouvons les former finalement à une approche réellement éthique de l'usage des technologies modernes, de faire la distinction dans ce que le droit latin a appelé l'usus et l'abusus, entre l'usage et l'abus de l'usage. Notre boulot, c'est déjà ça. Et de toute façon, cette relation-là, elle ne peut se fonder que dans l'acte pédagogique. Alors, mes chers collègues, le temps passe et je suis vraiment désolé de voir que nous avons déjà atteint midi moins le quart. Y a-t-il une dernière question que vous souhaiteriez poser avant que nous concluions cette belle séance? Alors, peut-être une nouvelle personne. Madame, je vous en prie. Bonjour, je suis à Blaise Pascal en Côte d'Ivoire, professeur d'anglais. Je voulais juste rebondir sur ce qu'il avait dit sur les craintes qu'on peut avoir par rapport à l'IA. Moi, j'ai arrêté de donner des devoirs de maison parce que effectivement, c'était du recopiage intégral. De tout le monde avait toujours 19-20, bon, je trouvais que c'était stupide, et en plus, quand je voulais justifier que je ne pouvais pas mettre des notes pareilles à certains élèves, moi j'avais les parents sur le dos, disant qu'ils avaient travaillé et que c'était inadmissible, bon, donc, alors que eux-mêmes connaissaient le niveau de leur enfant, donc moi j'ai préféré justement privilégier le travail oral,
qui permet de vraiment voir comment l'élève structure, présente, comment il arrive à argumenter. Et là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué, que ces mêmes élèves qui avaient eu 19 en devoir de maison se retrouvent avec des notes bien moindres à l'oral. Donc c'est ça, moi, effectivement, ça a changé ma façon d'enseigner et puis certaines pratiques que j'ai abandonnées parce que l'IA, justement, est passée par là et que c'est devenu même un sujet conflictuel parfois entre les élèves et nous-mêmes, quoi. Donc c'était juste un témoignage. Merci beaucoup, madame. Alors, madame, pour une dernière intervention, si vous le voulez bien. Oui, alors c'est directement en lien avec ce que dit ma collègue. Alors moi, je parle spécifiquement par rapport à ma matière, c'est-à-dire l'histoire-géographie et la GGSP, dans le cadre de l'éducation française. C'est-à-dire qu'il y a quand même la méthodologie, qui est une partie très importante dans notre matière et en général dans l'éducation française, qui fait que les élèves sont normalement, mis à part le contenu, ils doivent être capables d'utiliser le contenu pour analyser un document ou d'utiliser le contenu pour rédiger un texte structuré. C'est-à-dire que la méthode, quelque part, c'est quand même un des aspects les plus importants puisque ça permet à l'élève de faire quelque chose avec le contenu, pas uniquement d'apprendre un contenu sans plus. Et voilà, je retrouve le même problème avec mes élèves, c'est-à-dire que d'habitude, je travaillais la méthode en donnant des sujets à la maison, parce qu'à la maison, ils ont plus de temps de se mettre face à un sujet, ils ont le temps de lire dans le détail, etc. Néanmoins, maintenant, avec l'intelligence artificielle, effectivement, le travail maison disparaît. Et donc, c'est en classe que je mets en place, alors pas à l'oral, mais parce que l'écrit, c'est quand même, par exemple, pour des élèves qui ont des examens à la fin de l'année, des troisièmes ou des gens qui font le bac, qui vont être confrontés à une épreuve écrite, il faut forcément les faire travailler à l'écrit. Donc, résultat, j'intègre l'exercice maison en classe, et c'est en classe que je leur donne un sujet, de textes structurés, dissertation ou d'analyse de documents. Et c'est là qu'ils le font avec une note d'exercice, avec un coefficient bas, etc. Le problème étant que, bien sûr, ça c'est quelque chose qui s'ajoute à notre travail habituel et qu'en histoire, par exemple, on a une problématique, enfin, au moins nous, à Barcelone, de programmes extrêmement longs. Et donc, il y a cette problématique où le fait que l'intelligence artificielle existe, ça nous demande de transformer nos méthodologies de travail, mais en même temps, ça nous met en difficulté parce que on a de véritables problèmes pour finir nos programmes et intégrer en même temps l'apprentissage correct de la méthode qui reste quand même très important pour l'élève. Donc je ne sais pas s'il y a une réflexion à mener au sein de l'éducation nationale pour voir comment est-ce qu'on réduit les programmes ou d'être conscient qu'il faut intégrer toutes ces nouvelles façons de travailler et que souvent ce n'est pas forcément facile. Alors, vous posez en effet une question qui est extrêmement importante, mais c'est une question qui est déjà à l'œuvre. En l'occurrence, l'inspection générale, pour l'exemple français par exemple, est déjà en train de travailler dans beaucoup de disciplines sur une modification des paramètres des épreuves certificatives par exemple, où justement la connaissance absolue est en train de devenir un élément important, mais non plus le plus important. Et en effet, les éléments que vous souleviez concernant la méthodologie, la façon de mettre en œuvre un discours rationnel sur une question qui est posée, devient aujourd'hui de plus en plus importante. On l'a déjà vu en sciences depuis quelques années, avec finalement la prise en compte plus du développement de la réflexion dans la résolution d'un problème donné que du résultat en lui-même. Dans le système européen, c'est la même chose actuellement, et depuis 3 ans, dans la réforme du bac européen, on va privilégier plutôt les méthodes de résolution d'un problème, quel qu'il soit, en histoire, en économie, en mathématiques, ou même en langue, plutôt que la réponse en elle-même, parce que la réponse en elle-même, on peut estimer qu'elle peut être trouvée par ailleurs. Ce qu'on veut tester, c'est finalement la capacité intellectuelle de l'élève. Et derrière ça, on remarque que de plus en plus d'universités se basent bien sûr sur le résultat académique, mais un petit peu à l'image des universités britanniques, organisent dans certains moments des entretiens de sélection aussi, où on demande à l'élève de rendre compte d'une aptitude réelle à produire, à l'oral comme à l'écrit, quelque chose de bref, mais qui soit convaincant. Ça, en ce moment, pour tous nos élèves qui veulent rentrer à l'université en Grande-Bretagne, par exemple, c'est un vrai challenge parce qu'il y a une vraie préparation à mener. Donc on se rend compte que finalement, on ne fait que glisser à nouveau le curseur. Et paradoxalement, alors je ne veux pas faire de la science-fiction positive, puisque j'ai commencé sur une note dramatique, mais on se rend compte que finalement, l'intervention de l'IA
a déjà commencé à faire réfléchir les pédagogues, les universitaires, sur ce qu'est réellement le sens critique, la capacité rationnelle, l'intelligence réellement à l'œuvre, au-delà même de ce que peut produire en masse un outil qui peut coaliser en effet des milliers et des millions de données pour sortir un texte, mais un texte n'aura pas été assumé, ruminé, presque comme on dit, par l'élève. Alors si vous le voulez bien, mes chers collègues, nous allons devoir malheureusement conclure cette séance. Je tenais d'abord à vous remercier au nom de Florence BAUDRY et de nos invités, Julio et Kseniia qui a dû partir, pour votre présence, pour votre attention extrêmement importante. Si j'avais un mot à dire en réponse à mon propos introductif, bien sûr, en effet, il faut interdire aux machines de penser à la place de l'homme, mais il faut aussi laisser aux machines le soin de nous aider à penser toujours plus et à toujours mieux. J'aurais simplement un mot final là-dessus, et le vieux philosophe que je suis ne peut pas s'empêcher de se dire que, vraiment, ça fait 2600 ans qu'on en parle. Ce soir, tranquillement, à la maison, ouvrez la République de Platon, allez à l'allégorie de la caverne, et vous verrez ces images projetées sur le mur avec un feu qui vacille, c'est parfaitement ce que l'IA non maîtrisée produit, la sortie de la caverne vers la lumière du soleil, de la pure connaissance, c'est ce que l'IA peut nous permettre dès lors que nous la maîtrisons. Merci à vous toutes, à vous tous, bonne journée et bonne fin de FerMUN.